Donc la séance est ouverte. Je vais commencer par l'énumération des absents et des pouvoirs. Alors, nous avons M. Delaunay qui est absent, qui a donné son pouvoir à Mme Pinard. M. Joly, absent. Le pouvoir est à M. Kermarec. M. Michel, absent. Le pouvoir est à M. Leroy. Mme Horry, absente. Pouvoir à M. Hervé. M. Lecam, absent. Pouvoir à Mme Séché. Beaucoup qui ont pris leurs vacances déjà. M. Deguerré, absent. Pouvoir M. Roulet, c'est ça? D'accord. Et M. Athanase, absent. Le pouvoir est à M. Houssin. C'est bon, j'ai oublié personne? Ah oui, Nicolas Klutchikov, effectivement. Donc tu as son pouvoir? Donc, pouvoir à M. Boutin. Je le note. Très bien. Donc il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de M. Saliou. Il n'y a pas d'opposition. Merci Julien. Avant de démarrer l'ordre du jour du Conseil, j'avais une déclaration à faire au nom de la majorité. Bonsoir. Donc c'est avec gravité que ce Conseil s'ouvre ce soir. Pour la première fois de notre histoire républicaine française, l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir de notre pays par les urnes à la fin de cette semaine. Elle n'a jamais été aussi proche depuis Vichy. Ce n'est pas tout à fait une surprise au vu des différents signaux perçus depuis plusieurs années maintenant, même si le choc est assurément rude. En revanche, la surprise aura été la décision solitaire, brutale, de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Cette dissolution a plongé les citoyens, les républicains de notre pays, dans un état de sidération et en ce qui nous concerne de colère. De colère, car rappelons que le président Macron avait été élu sur la promesse de rassembler et nous avait aussi dit le soir de son élection, gagnée grâce au Front républicain, que ce vote l'obligeait. L'obliger à mettre en place des politiques sociales et antiracistes afin de lutter contre la montée du fascisme, avions-nous pu alors penser. Depuis, cette confiance a été trahie à plus d'une occasion, comme celle de la réforme des retraites ou de la loi Asile-Immigration, ou bien encore la multiplicité des 49.3. Jusqu'au coup de grâce, l'annonce de la fameuse dissolution. Comprenez qu'entendre à présent des candidats de Renaissance ou des Républicains dire qu'ils ne choisiront pas entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, opposant les idées d'extrême droite à celles de la gauche, nous semble être tout à fait inacceptable. Le Front républicain ne peut pas fonctionner à sens unique. L'extrême droite est une menace pour la République, pour les droits fondamentaux, y compris pour ses propres électeurs, notamment les plus modestes. L'extrême droite est raciste, antisémite, homophobe. L'extrême droite est, malgré ses postures, anti-pauvres et antisociales. L'extrême droite est l'ennemi du droit des femmes. Elle a voté contre l'inscription du droit de l'IVG dans la Constitution. L'extrême droite est climato-sceptique, opposée à l'interdiction des pesticides dans l'agriculture ou à celle des énergies fossiles, opposée à la préservation des terres agricoles ou au développement des énergies renouvelables. Alors à l'heure où des changements structurels de notre société sont nécessaires pour faire face ensemble aux changements climatiques et à la détresse sociale, faisons le choix de construire l'avenir en conscience. Entendons les besoins des Françaises et des Français, légitimes dans leur colère, tant il est vrai que les crises sont nombreuses sur notre territoire. Crise du logement, recul des services publics, dégradation du service de santé, baisse du pouvoir d'achat, augmentation de la pauvreté, sentiment de déclassement ou encore désertification des zones rurales. Le programme du nouveau Front populaire vise à répondre à ces besoins et incarne ces valeurs de justice sociale, de vivre ensemble et de préservation écologique. Rappelons que le Conseil d'État a bien classé toutes ces composantes du nouveau Front populaire à gauche, donc profondément ancrées dans l'arc républicain. Ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national, qui a bien été caractérisé comme extrême droite. Le 7 juillet,
nous appelons tous les républicains à prendre leurs responsabilités. L'histoire nous regarde afin que notre devise ne soit pas bafouée, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. C'est en fanfare. Vous voulez prendre la parole, Monsieur Roulet ? Oui, merci, Monsieur le maire. Merci pour tous ces rappels ce soir. C'est vrai que, Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Pardon. C'est vrai qu'hier, nous avons été témoins d'une mobilisation significative des électeurs qui ont manifesté leur attachement à la démocratie, à la République et à ses valeurs fondamentales. C'est d'abord la preuve de la vitalité de notre démocratie, mais au résultat ô combien préoccupant, vous l'avez dit. En effet, en portant leur suffrage sur les extrêmes, de nombreux concitoyens ont exprimé leur mécontentement et leur rejet d'un système qu'ils perçoivent de plus en plus comme oppressif, notamment en dehors des grandes villes. Les résultats du premier tour dessinent un paysage politique où trois pôles dominent, avec une montée du Rassemblement national à la porte du pouvoir. Ces résultats doivent nous pousser à réfléchir profondément sur les politiques que nous menons et sur leur mise en œuvre. À la veille du second tour, nous pensons qu'une représentation nationale véritablement plurielle est essentielle pour que tous les citoyens se sentent représentés. Les manœuvres politiques internes ne devraient pas prendre le pas sur l'impératif de faire barrage à l'extrême droite. Il est clair que la majorité sortante ne sera pas reconduite. La dissolution de l'Assemblée nationale a redéfini notre paysage politique. Cette semaine sera déterminante pour la composition de la future Assemblée et pour l'avenir de notre pays. La polarisation actuelle du débat public pourrait mener à une confrontation directe entre extrêmes, ce qui serait néfaste pour notre démocratie et pour le débat public, justement. Nous souhaitons une représentation large à l'Assemblée, opposée aux extrêmes, réunissant ceux qui partagent un engagement commun envers la justice, la liberté, le respect de l'état de droit et la gestion responsable des finances publiques. Nous devons aussi rassembler ceux qui croient que l'Union européenne fait partie de la solution. C'est ceux qui luttent contre le racisme, l'antisémitisme et l'extrémisme. Ceux et celles qui protègent notre planète et assurent une croissance juste dans le respect de la valeur travail. Nous ne devons accorder aucune voix aux candidats du Rassemblement national, ni aux élus de la France insoumise qui ne respectent ni les institutions, ni les valeurs démocratiques et républicaines. La mobilisation pour le second tour doit être encore plus forte et se dérouler dans un climat de respect mutuel des idées. L'électeur est souverain et c'est en toute conscience qu'il se déterminera. Merci. Monsieur Roulet, qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ? Moi, je veux bien, je ne veux pas dire grand-chose. Monsieur Kermarek. Merci, monsieur le maire. Je constate que 4 fois, on entend le mot extrémisme dans les propos de monsieur Roulet. Je pense que la position qui est prise ici, en dépit de ce que peut dire le Conseil d'État, de vouloir mettre sur le même plan la gauche et sur l'extrême droite, est assez claire. Et on comprend tout à fait la position des amis, finalement, de ce nini. Et je vous remercie, monsieur Roulet, c'est très clair. Ça nous explique beaucoup de choses de votre part. Merci. Notre prise de parole. On va passer à l'ordre du jour. Vous avez été destinataire, les membres du Conseil ont été destinataires du procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal du 3 juin 2024, donc qui était jointe à la convocation au présent Conseil. Est-ce que vous avez des éventuelles remarques, Monsieur Houssin ? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Comme évoqué lors du dernier Conseil municipal, nous estimons que votre remarque concernant l'absence d'élus de la minorité la cérémonie du 8 mai est malveillante et inappropriée. Certains d'entre nous, vous avez fait part de leur empêchement pour ce 80e anniversaire, et sachez que pour la plupart, nous n'avons pas attendu d'être élus pour participer à cette manifestation. Personnellement et à différents titres, j'ai assisté à plus de 50 commémorations. Des élus de notre équipe ont eu également de la famille et des proches qui ont été touchés par ce bombardement. Ce drame où 183 Brusois perdirent la vie doit nous inviter à la concorde et à rester unis.
Et à ce titre, nous apprécierions que vous retiriez le dernier paragraphe de votre intervention sur le déroulement de la cérémonie du 8 mai, ainsi que les échanges qui en ont suivi. Moi, je veux bien répondre à ça. Il me semble que, en dehors, j'ai eu 2 personnes qui m'ont effectivement dit qu'elles seraient absentes de votre minorité, mais pas les autres. J'ai pas eu les autres. Donc je compte pas retirer dans le PV cette remarque-là, parce que si vous me dites que ma remarque était inappropriée, je pense que votre présence était inappropriée. C'est votre point de vue. Je pense que à toutes Absence, les cérémonies du 8 mai, votre absence était jamais inappropriée. quand on était aux affaires, on n'a jamais eu des mots ou des interventions d'élus signalant leur absence à la cérémonie du 8 mai. Donc voilà, il y a des élus qui étaient absents. Je suis désolé, mais c'était quand même... Quand bien même c'est un 81e anniversaire. Vous êtes au conseil municipal, au même titre que moi, au même titre que tous les conseillers municipaux Bien sûr. autour de cette table, et on était Et présents à la cérémonie. Les élus... C'était quand même une commémoration importante, c'était les 80 ans du bombardement. J'entends bien. Ben oui. Mais voilà. Mais Donc vous c'est savez, pour ça, je me suis permis de faire cette remarque. quand je précise qu'on n'a pas attendu d'être élu, je pense qu'on a été très présents. Je vous rappelle quand même... Commémoration-là. Donc je vous rappelle quand même... Vous en avez fait combien, monsieur le maire, de commémoration? Je vous rappelle quand même... Vous en avez fait combien? Je vous rappelle quand même qu'à la première commémoration du 11 novembre, où je n'ai pas assisté à la messe, vous m'avez fait tout un pataquès pour que j'aille assister à la messe. On a fait une remarque, mais vous étiez présent. c'est Oui, pas- alors que je suis un élu de la République, j'ai aucune raison d'aller à une messe. J'y suis allé quand même, et depuis j'y vais régulièrement. C'est votre Je suis choix. présent à toutes les messes qui précèdent la cérémonie, donc j'ai tenu compte de vos remarques. Voilà, donc je me permets de vous en faire aussi. Non, écoutez. C'est tout. Moi, en fait, si vous C'est voulez, tout. notre intervention, c'était juste de considérer que ce drame ne fait pas l'objet de polémiques. Donc, voilà, Écoutez, plutôt votre intéressant. absence peut poser des questions. Bon, Voilà, écoutez, je donc pense c'est que voilà. tout. Je ne suis pas allé plus loin dans ma déclaration. Je pense qu'on est. Et je la retirerai pas. J'ai pas l'intention de écoutez, retirer. vous en faites la demande, vous faites ce que vous souhaitez. Je dis simplement qu'on a été présent bien avant d'être élu et bien avant vous. Et je pense que voilà, on est forcément très très marqué, très affecté par ce drame. Donc de Tant mieux. toute façon, c'est bien. Tant mieux. Et je tant suis mieux. pas sûr que vous Je êtes pense que mieux tous les Brugeois sont affectés par sûr, ce bien drame. sûr. Donc, Et c'est tant mieux. Mais Et on quand n'a pas attendu. quand on est un élu 80e de la anniversaire. ville, je pense que son devoir, c'est d'être présent à cette commémoration. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Je pense que tous les gens de votre équipe n'étaient pas non plus. Monsieur Saunier, oui, mais effectivement, mais par contre, ils s'étaient excusés. Monsieur Saunier, je vous en prie. Monsieur le maire, pour ma part, effectivement, je me suis excusé auprès de vous. Je vous ai aussi félicité pour l'organisation de ces commémorations-là. Vous êtes excusé après? Ah non, je vous ai adressé un mail et je peux même vous le retourner. Je peux vous le retourner. Et je vous ai même félicité en disant bravo pour l'organisation. Ceci étant, quand j'ai lu le PV, j'étais blessé, monsieur le maire. J'étais blessé parce que je fais partie de ceux et celles qui ont des familles et qui ont été meurtris et puis dont on a eu des victimes. Et j'ai trouvé de votre part déplacé, parce que je n'étais pas habitué à ce type de posture sur des éléments de langage tels que celui-ci, tel que vous avez pu porter. Ce n'est pas digne, à mon sens, d'un maire qui se veut responsable, parce que sur les éléments du 8 mai, on a une concorde que l'on devrait avoir, une commémoration et tous regrouper. Je ne suis pas là en train de faire une comptabilisation telle que vous l'avez faite. Vraiment, c'était choquant de votre part. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande de retirer ce paragraphe du compte-rendu, parce que, certes, maintenant vous avez dit ce que vous pensiez, mais on ne souhaite pas que ce soit repris dans les éléments du compte-rendu. Je suis désolé, mais je n'ai pas l'intention de le retirer. Je ne le retirerai pas. Bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres formules, d'autres éventuelles remarques sur le compte-rendu? Pas de remarques? Très bien, donc nous allons passer à l'ordre du jour. Donc la première délibération concerne l'acceptation de dons de matériel à la commune. Alors il s'agit de la société Cogitech. Pardon, on pourrait approuver le PV ou pas? En général, on l'approuve, non? Oui. Donc non, on l'approuve pas. À partir du moment où, personne n'a d'autres remarques, il est approuvé, non? Oui, mais enfin, Il y a non, pas de on vote. l'approuve pas, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de vote.
on signale qu'on ne l'approuve pas. Il n'y a pas de vote sur le PV. Oui, monsieur Ça Kermarak. sert à quoi de demander une approbation là? Juste un mot. Un PV, ça rend compte des débats. Donc, ces débats ont eu lieu. Après, on peut toujours essayer de revenir sur ce qui a été dit, mais ils ont eu lieu. Et c'est sur le PV. Et donc, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Et À ce malheureusement... moment-là, monsieur Kermarek, vous avez modifié, monsieur le maire, vous avez modifié en d'autres lieux des PV lorsque monsieur Joly avait aussi eu des propos, et vous aviez accepté de le modifier. Donc, pour être cohérent, 2 minutes. Eh bien, on peut voter. Alors, on va voter pour le PV. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Donc, première délibération de ce soir, acceptation de dons de matériel à la commune. Donc là, il s'agit effectivement de la société Sogitech qui veut faire don à la commune de 12 climatiseurs de la marque Toshiba, qui en fait don au service de technique de la ville, donc pour une valeur unitaire estimée à 300 € sur un total de 3 600 € pour les 12 climatiseurs. Donc ces dons ne sont ni grévés, ni de conditions, ni de charges. Je précise que ces 12 climatiseurs sont uniquement là pour faire une réserve de pièces pour des climatiseurs qu'utilise déjà la ville. Donc voilà, donc là, je vous demanderai de bien vouloir m'autoriser à accepter ce don de 12 climatiseurs Toshiba de la société Sogitech Industrie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité, merci. Passons maintenant aux finances, régularisation d'écriture, autorisation de mouvement. Monsieur Leroy. Oui, merci, bonsoir à tous. Donc j'ai 2 délibérations donc, côté finances un peu techniques. Donc c'est des opérations d'ordre. Donc la première concerne des écritures d'amortissement qui n'ont pas été comptabilisées sur les années antérieures. Donc le Trésor public nous a demandé de comptabiliser ces amortissements et de débiter donc du coup notre compte de réserve 1068 excédent de fonctionnement et de créditer les comptes d'amortissement concernés, donc au chapitre 28. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser le comptable public à débiter le compte 1068 du budget de la ville par opération d'ordre non budgétaire afin de régulariser les comptes ci-dessous, enfin les comptes qui sont devant vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Il s'abstient. Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance toujours. Décision modificative numéro 1 du budget principal. Monsieur Leroy. Oui, donc là, inversement, donc le Trésor public nous demande de procéder à la régularisation d'un suramortissement donc d'une valeur de 294 €. Et donc de l'équilibrer avec les différents comptes en question. Et par ailleurs, donc les travaux de la place du docteur Joly donc, ont été terminés, soldés en 2023. Donc ils ont été imputés sur le compte 238, enfin 23,8 avance. Et donc il faut procéder à l'intégration de ces travaux via toujours des écritures d'ordre sur le compte d'imputation définitif 21,28. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2024 pour le budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Décision numéro 4. Aménagement. Donc là, il s'agit de l'acquisition d'un foncier pour la construction du 4e groupe scolaire à Kerlan. Madame Pinard. Bonsoir. Dans le cadre de la construction d'un 4e groupe scolaire, la ville de Bru s'est positionnée pour l'acquisition d'un terrain situé dans le périmètre de la ZAC de Kerlan. Le lot S11B, situé au lieu-dit Les Boulets, a été retenu pour accueillir le projet. Le lot S11B sera accessible via une voie dédiée créée depuis la rue des Frères Montgolfier. L'acquisition se fera au prix de 65 € hors taxe du mètre carré, le lot S11B étant d'une superficie d'environ 6 328 mètres carrés. L'acquisition se fera au prix de 411 328 € hors taxe, soit 493 584 € TTC. L'acquisition étant réalisée au sein de la ZAC de Kerlan,
Celle-ci se conforme au cahier des charges de cession des terrains ainsi qu'au cahier des limites des prestations techniques qui sont communs à tous les projets. Cependant, au regard des échanges techniques relatifs au projet du 4e groupe scolaire, il est prévu à la charge de l'aménageur de la ZAC la réalisation de travaux supplémentaires. Réalisation du revêtement du parvis de l'accès principal du projet afin d'assurer une harmonie de traitement entre le parvis public et le parvis privé. Réalisation des accès depuis la voirie ou trottoir jusqu'en limite de terrain. Accès piéton, livraison, technique, parking. L'accès piéton principal depuis le parvis. L'accès public ALSH en façade sud. L'accès technique non PMR pour le local chaufferie. L'accès véhicule au parking du personnel en façade est. L'accès livraison cuisine en façade sud. Réalisation de la viabilisation du lot et de la gestion des eaux pluviales. De 2 regards de branchement d'assainissement, d'une noue sur la façade sud servant à la gestion hydraulique du bassin versant numéro 2 du groupe scolaire, d'une noue sur la façade nord servant à la gestion hydraulique du bassin versant numéro 1B du groupe scolaire, d'une noue sur la façade est servant à la gestion hydraulique du bassin versant numéro 3 du groupe scolaire. Un acte authentique actera cette cession une fois les conditions suspensives à la charge de la ville réalisées. Obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, obtention de l'accord de l'administration en charge de la police de l'eau dans le cadre de la déclaration au titre de la loi sur l'eau. Le transfert de propriété aura lieu une fois le prix payé et l'acte signé. Les frais inhérents à cette acquisition seront à la charge de la ville. L'avis de la direction de l'immobilier de l'État sera obtenu avant la signature de l'acte de vente. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les conditions d'acquisition de la parcelle BM du lot S11B de la ZAC de Kerlan pour une surface de 6 328 m² pour la construction d'un groupe scolaire. D'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Madame Leton? Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous allons donc nous abstenir sur ce sujet car il s'agit de la mise en œuvre d'une décision politique visant à implanter le groupe scolaire sur Kerlan et donc d'acheter un terrain pour pouvoir le réaliser. Le projet d'origine que vous avez abandonné prévoyait une implantation sur un terrain communal qui aurait évité cette dépense de 500 000 €. Nous déplorons donc ce choix pour raisons financières, mais également pour les contraintes écologiques qu'il entraîne, protection de la biodiversité, zones humides et espaces boisés. Merci. Monsieur Leroy? Oui, pour le côté financier, donc l'avance des 500 000 € effectivement pour le terrain est une avance, mais le terrain de la MDA est toujours disponible et toujours valorisable. Donc c'est pas une perte en soi, c'est juste un report de terrain. Madame Pierre, pardon. Oui, bonsoir. Oui, c'est exactement ça. C'est que le terrain de la MDA fait partie de l'étude sur la ZAC multisite. Donc ce terrain est tout à fait susceptible d'être valorisé dans le cadre de la construction de logements, par exemple. Donc ça fait partie des études qui sont en cours. Et par ailleurs, là, on est en présence d'une proposition qui permet un certain nombre de prestations qui sont incluses dans le cadre de l'achat du terrain, donc qui dépasse largement la valeur intrinsèque du terrain, puisqu'il y a plusieurs accès, un certain nombre de travaux sur les réseaux. Et par ailleurs, sur le terrain de la MDA qui était prévu, il y avait des dépenses qui auraient dû être faites dans le cadre de la viabilisation du terrain, donc qui s'élevaient à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on est sur quelque chose qui est quand même très favorable pour la commune. Madame Pinard? D'autre part, en complément de ce que vient de dire Gaël Pierre, effectivement, il y avait des aménagements qui n'avaient pas été pris en compte au niveau de la MDA, comme par exemple tout ce qui était voirie. Et on sait que les frais de voirie sont quand même assez importants. Par exemple, il n'y avait pas de dépose minute qui avait été prévu. Tout ça, ce sera englobé dans le prix global donc, de ce projet. Merci. D'autres questions? Ah, pardon. Monsieur Raveau. Je me permets quand même de faire d'avoir une remarque sur cette
retour en arrière sur l'implantation du groupe scolaire. Et je dirais que la vision un petit peu de prospective du développement de la ville et d'un 4e groupe scolaire avec les... Disons que ça tourne autour des problématiques de l'école, de l'éducation, de l'évolution de la population et donc réfléchir à un groupe scolaire pour une vision et d'une étude urbaine qui a été menée, c'est aussi avoir cette vision pour la ville de demain. Les équipements sportifs qu'on a réussi à acquérir à proximité sont aussi d'une des composantes d'un projet qui est intégré dans une vision globale. Et à ce titre-là, je crois que c'est un pari sur l'avenir, mais qui, je le pense, contribue au choix que nous avons fait et que nous assumons pleinement. D'autant plus qu'il est prévu effectivement d'y implanter entre 600 et 650 logements dans les années à venir au sud de Kerlan, donc à proximité du 4e groupe scolaire, ce qui fait que ça justifie complètement le choix de l'implanter là-bas. Et que même si effectivement c'est un investissement modéré, pour toutes les raisons qu'on vous a données, je pense que dans 20 ans ou 30 ans, on s'en félicitera. Et je voudrais juste poser la question, vous parlez d'un espace boisé. Effectivement, l'espace boisé est à proximité et va servir d'espace de fraîcheur justement à proximité du terrain. Mais en soi, a priori, le terrain n'est pas spécialement boisé. Et pour ce qui concerne la zone humide, c'est une zone qui a été découverte très récemment et qui est le moins impactée possible sur le terrain. Monsieur Roulet. Merci, monsieur le maire. C'est pas pour vous contredire, mais puisque Kerlan, il y aura effectivement 650 logements, mais dans le secteur est de Bru, me semble-t-il, puisqu'on vient de voter récemment au Conseil métropolitain la taxe d'aménagement majorée pour le secteur de la Haie-de-Pan, c'est plus de 400 logements qui sont prévus y être aussi construits. Donc, l'un dans l'autre, entre 400 d'un côté, 650 de l'autre, vous savez, c'est pas l'argument qui pèse finalement le plus. Non, mais vous avez qu'il y a raison. en plus un renouvellement de population sur ces quartiers à l'est de Bru. Il faudra peut-être envisager effectivement par la suite un nouveau groupe scolaire. Mais pour l'instant, on a déjà aussi le groupe scolaire du Champ-l'Évêque, et en construire un à la MDA, aller à 500 mètres, c'était pas pour nous une priorité. Monsieur Lafont. Et en termes de déplacement sur la commune, de tout concentrer à l'est n'est pas non plus une solution pour faire un plan de déplacement global de la circulation sur la ville. Aujourd'hui, on voit bien les contraintes, les complications qu'il y a actuellement. Il faut bien que les équipements soient bien répartis sur l'ensemble de la commune. Merci. Pas d'autres questions ? Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Abstention, 7. C'est noté ? Très bien, merci. Donc la proposition est votée, moins 7 abstentions. Aménagement encore, donc là on parle des zones d'accélération des énergies renouvelables. Madame Pierre. Oui, merci. La loi d'accélération de la protection d'énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023 réaffirme notamment le rôle des collectivités territoriales et des élus locaux pour la planification territoriale. À travers cette loi, les communes peuvent désormais définir, après concertation avec leurs administrés, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter. À noter que les zones identifiées ne sont pas figées et n'empêcheront pas d'autres projets de se développer ailleurs sur la commune. Pour définir les cartographies des zones jointes à la présente délibération, des critères ont été retenus afin de cibler des secteurs: emprise des bâtiments publics communaux et les parkings publics, zones d'activité, zones en cours de renouvellement urbain conformément au périmètre des études préalables de ZAC multisites en cours, les autres bâtiments à fort potentiel identifiés suite à une étude de solarisation de l'ADEME, les secteurs de développement potentiel d'un réseau de chaleur urbain. Conformément à la loi, une consultation a été menée du 1er au 31 mai 2024 sous forme de questionnaire. La consultation s'est déroulée en ligne via la plateforme Je participe Bru
et également par un affichage dans le hall de l'hôtel de ville accompagné de questionnaires papier. 5 contributions ont été déposées en ligne, une contribution a été prise en compte dans son intégralité afin d'intégrer aux zones la salle des sports communale du Verbuisson. Suite au questionnaire, 60% des participants jugent satisfaisantes les zones d'accélération proposées et 40% les jugent très satisfaisantes. Je vous demanderai de bien vouloir définir les zones d'accélération des énergies renouvelables sur le territoire de Breux conformément aux cartographies jointes à la présente délibération, valider la transmission de ces cartographies de ces zones à Monsieur le sous-préfet, référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergie renouvelable et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique du département d'Ille-et-Vilaine. Merci. Merci Madame Pierre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Roulet. Merci, Monsieur le maire. La commune, en application du Code de l'énergie, qui a été modifié par la loi 2023-175 du 10 mars 2023, effectivement, doit définir les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. La concertation rendue obligatoire, vous l'avez dit, est organisée librement par la commune et la ville de Breux a choisi de consulter en ligne et sous forme de questionnaire. Alors, ce que nous pouvons regretter, c'est le peu de contributions. Alors, peut-être que la période était pas forcément la plus adaptée, et le peu de participants lors de cette consultation. Les services ont sans doute pu s'appuyer sur les données transmises par la préfecture via la métropole pour établir cette cartographie. De plus, je rappelle, le syndicat du Pays de Rennes, en partenariat avec le syndicat départemental de l'énergie 35, avait réalisé en 2019 une étude qui visait à identifier les gisements potentiels. Alors, pour le grand et le moyen éolien, on n'est pas concerné, mais aussi l'implantation de centrales photovoltaïques. Cette étude avait été réalisée par Cohérence Énergie et comprenait notamment les gisements pour chaque commune des sites potentiels. La commune a-t-elle pu s'appuyer sur ces données? Et les zones d'accélération, lorsqu'elles sont définies, le sont pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable. Il me semble que pour assurer la sécurisation de notre approvisionnement en énergie, il est nécessaire de diversifier les sources d'énergie renouvelable en fonction des potentiels de notre territoire. En dehors du photovoltaïque et d'un réseau de chaleur, avez-vous identifié d'autres sources de production d'ENR? Par exemple, pour le citer que celui-là, sur le territoire de la commune, le potentiel de microstations de méthanisation est certain, et les initiatives sont d'ailleurs encouragées par les organismes agricoles. N'y a-t-il pas là une opportunité de favoriser le maintien d'une agriculture raisonnée sur la commune et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire? Il s'agit aussi de valoriser les zones d'activité économique qui présentent un potentiel pour le développement des énergies renouvelables et répondre ainsi aux attentes des entreprises qui sont engagées ou qui souhaiteraient s'engager dans la transition écologique et le développement et un développement responsable. Pour revenir à la rédaction de la délibération, pourquoi identifier des zones et en même temps dire dans la délibération, à noter que les zones identifiées ne sont pas figées et n'empêcheront pas d'autres projets de se développer ailleurs sur la commune? Comment alors le Conseil pourrait-il être informé des évolutions du périmètre et surtout comment le maîtrise-t-on? En conclusion, chaque commune devant réaliser cet exercice, la cohérence d'ensemble doit pouvoir être vérifiée. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons sans doute une présentation au Conseil métropolitain de la cartographie à l'échelle de la métropole. Pour autant, nous voterons bien sûr pour cette délibération. Merci, Madame Pierre. Oui, alors par rapport à l'étude que vous citez particulièrement, là je n'ai pas l'information, on pourra demander. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était un exercice très compliqué pour les services. D'abord sur la forme, parce qu'il s'agissait de remplir une plateforme avec un certain nombre d'informations qui étaient extrêmement compliquées à appréhender, sans parler du fait que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc ça a pris au service beaucoup de temps pour essayer de faire vraiment au mieux. Ils ont vraiment exploré un maximum de pistes pour essayer d'avoir quelque chose de plus représentatif possible. On n'a pas souhaité prendre la commune dans son intégralité parce que ça aurait pu être une possibilité. Il y a certaines communes qui ont fait ça, qui ont considéré que l'ensemble de la commune pouvait être considéré comme une zone d'accélération. Ce qu'il faut noter aussi, c'est le manque de clarté de ce texte et le manque de détails dont nous disposions sur les opportunités possibles que ça pouvait représenter. Donc,
Nous avons essayé de faire quelque chose d'équilibré qui n'obérait pas certaines possibilités, si tant est qu'il y ait réellement quelque chose derrière, parce que c'est absolument quelque chose que nous ignorons sur les possibilités futures ou pas de subventions ou de peut-être choses plus favorables qui pourraient permettre ce développement. Et effectivement, nous n'avons pas exploré d'autres types de production d'énergie parce que, encore une fois, il fallait aussi pouvoir donner des simulations par rapport à la production énergétique qui pouvait être attendue. Donc c'était un exercice qui était absolument compliqué, surtout pour une commune qui n'est pas spécialiste et qui n'avait pas forcément de personnes sur qui s'appuyer, en tout cas dans un temps aussi contraint. Donc nous avons essayé de remplir nos obligations tout en proposant quelque chose d'équilibré, mais c'était quelque chose de compliqué. Donc nous espérons avoir fait au mieux et d'avoir quand même réussi à mettre ces propositions à la connaissance des habitants, avec quand même quelques contributions que nous avons pu prendre en compte partiellement. J'ajouterais, moi, sur la consultation, vous avez raison, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont participé, malheureusement, ce sont des consultations assez techniques et assez, voilà, il faudrait aller fouiller dans les détails. C'est pas la première consultation, malheureusement, où sur des sujets très techniques comme ça, on a finalement peu de participants, peu de personnes qui s'informent, donc évidemment, c'est pas forcément une bonne chose. Pour ce qui concerne de l'agriculture, vous savez comme moi que de toute manière, on est régi maintenant par la loi climat et résilience depuis 2023, depuis août 2023. Donc on est obligé maintenant de diviser par 2 la surface des terres agricoles sur lesquelles on va construire. On en tient compte dans l'étude urbaine qu'on a fait et on en tiendra compte dans la ZAC multisite, la construction de la ZAC multisite. Et puis évidemment 2050 se profile la loi ZAN qui là n'autorisera plus du tout l'extension urbaine sur des terres agricoles et je m'en félicite. Et je pense que vous vous en félicitez aussi parce que, effectivement, je le dis toujours, le béton, c'est pas bon à manger. Il faut bien qu'on garde des surfaces agricoles pour pouvoir nourrir la population. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas de remarques ? Donc on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant à l'éducation. Et il s'agit là de la fourniture de repas et de goûter à la crèche des Jardins du Lutin. Madame Horry. Ah, Madame Horry n'est pas là, donc c'est Monsieur Hervé, je suppose. Monsieur Hervé. Donc il y a toute une série de délibérations sur l'évolution des tarifs. Donc la délibération, donc la cuisine centrale assure la production, la livraison des repas et goûters au public des 0-3 ans pour la crèche associative Le Jardin des Lutins et la crèche municipale Les Suricates. Donc auparavant, les tarifs de refacturation de ces repas goûtés étaient votés par année civile. Donc afin d'harmoniser l'ensemble des tarifs des services du pôle éducation, il est proposé de voter ces derniers en année scolaire. Donc pour l'année 2024-2025, il est proposé d'appliquer une augmentation de 3% aux tarifs TTC de l'année 2024 afin de tenir compte de l'inflation. Donc les tarifs sont dans la délibération. Je vous demanderai de bien vouloir adopter les tarifs des repas et goûters de la crèche Le Jardin des Lutins pour l'année scolaire 2024-2025. Autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7, toujours l'éducation. Il s'agit du contrat d'association entre l'école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne pour 2024. Monsieur Hervé. Donc la ville de Bru attribue une subvention de fonctionnement basée sur les règles de Rennes Métropole pour les communes dont les écoles publiques accueillent des enfants d'une autre commune. Donc le conseil municipal de Rennes a fixé en 1991 le montant des participations basé sur le coût de fonctionnement moyen annuel d'un élève des écoles publiques du premier degré sur l'ensemble des communes de la métropole et réduit à 50% dans un souci de solidarité intercommunale.
Donc ce montant est réactualisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice officiel des prix de la consommation établi par l'INSEE. Donc par conséquent, il est proposé d'attribuer une subvention à l'école Sainte-Marie en suivant les critères adoptés pour l'enseignement public. Celle-ci sera réactualisée chaque année en se basant sur le coût moyen de fonctionnement par élève transmis par la préfecture. Donc pour l'année 2024, après réactualisation et déduction de 50%, le coût de fonctionnement moyen d'un élève est donc de 489 € par enfant pour un élève de classe maternelle, 172 € par enfant pour un élève de classe élémentaire. Donc comme ça concerne un élève de maternelle et 5 élèves d'élémentaire, donc ça fait un total de 1349 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2024 au titre du contrat d'association avec l'école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne. Autoriser monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous sommes cette fois-ci sur le contrat d'association avec l'école privée Sainte-Marie de Pont-Réan-Guichin. Monsieur Hervé. Donc la même chose, donc le critère d'évaluation de la subvention au titre du contrat d'association et l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la commune siège de l'école pour des classes publiques équivalentes, sachant qu'en aucun cas les avantages consentis par la commune ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux classes publiques, tant dans la commune siège que dans la commune où sont domiciliés les élèves. Donc c'est par délibération en date du 4 février 1994, le conseil municipal a décidé de prendre en charge les frais de fonctionnement de l'école privée Sainte-Marie de Guichin Pont-Réan au titre de contrat d'association pour les élèves brusois scolarisés dans l'établissement. Donc 5 effectifs brusois de 5 élèves en élément maternel et 4 en élémentaire. Donc la participation de Bru au titre du contrat d'association pour 2024 est donc de 8 314,50 € pour les élèves de maternelle, 1 308,24 € pour les élèves d'élémentaire, ce qui fait un total de 9 622,74 € pour le total 2024. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2024 au titre du contrat d'association avec l'école Sainte-Marie de Pont-Réan, Guichin, et autoriser monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette... Madame Leton? Oui, je me permets de réintervenir sur le contrat d'association parce que lors de la dernière commission éducation, nous avons soulevé un point d'incompréhension concernant le coût d'un élève du public. Nous ne remettons pas en cause les calculs des services, mais nous aimerions avoir des précisions ou explications sur un point. Notamment. Le coût d'un élève du public de 2024, en maternelle, vous l'avez rappelé, 1662,90 par élève et en primaire 327,06, a augmenté par rapport à l'année dernière, car vous nous avez expliqué que d'une part, il y a eu une augmentation des énergies et fluides, ça on l'a bien vu sur les chiffres, 17 000 € en maternelle et 9 000 € en élémentaire, et que d'autre part, il y avait moins d'élèves dans les écoles publiques, puisqu'il y avait une baisse de 42 élèves en maternelle et 59 élèves en élémentaire. Donc ces constats font que le CEP, coût d'un élève du public, a augmenté de 15% en maternelle et seulement 4% en élémentaire. Mais il y a un constat, c'est que cette hausse de 9 000 € et 17 000 € au niveau des fluides en maternelle et en élémentaire, c'est que d'un autre côté, on constate que les frais de personnel, entretien et services techniques, a diminué, eux, de 9 000 € et 18 000 € en maternelle et en élémentaire. Donc, désolé d'aborder ce sujet en conseil municipal, mais nous aimerions avoir des explications sur cette baisse concernant les frais de personnel. Merci Madame Leton. Monsieur Leroy? Oui, je vais vous répondre. Je vous ai promis de répondre hier, même si c'est en dehors un petit peu de conseil municipal. Mais oui. En fait, la raison est toute simple. C'est le ratio qui est appliqué sur ces lignes-là, donc entretien des services ST, notamment, a été revu à la baisse pour correspondre plus finement au taux d'occupation scolaire des bâtiments. Donc jusqu'à présent, on avait un taux qui était d'un peu plus de 54% sur l'occupation des locaux à titre scolaire, donc pendant la journée notamment. Et là, on a rajouté en fait
parce que cette année, l'augmentation était importante. On a rajouté le prorata qui correspond aussi au taux d'occupation des bâtiments par la LSH. Donc les bâtiments scolaires par la LSH qui correspondent pas à du scolaire en tant que tel, mais de l'annexe, du périscolaire. Donc du coup, on a appliqué un taux qui était différent, qui est plus fin, qui est plus basé sur la réalité, qui correspond actuellement donc à un peu plus de 42%, à la place du 54% qui était appliqué avant. Ce qui fait que les fluides ont augmenté assez nettement entre l'année dernière et cette année, ce qui fait que même si le taux baisse, l'augmentation est quand même palpable en termes de fluides. Par contre, pour l'entretien des bâtiments en tant que tel, c'est revu à la baisse parce que le taux lui-même est revu à la baisse. On a une hausse générale de la subvention qui est de l'ordre de 60 000 € si j'ai bonne mémoire, mais qui aurait été supérieure si on n'avait pas changé de ce taux et si on n'avait pas appliqué un taux plus fin, correspondant plus à la réalité, une fois encore. Voilà. Parce que donc, vous estimez que la LSH remporte sur l'école au niveau des entretiens, que l'entretien n'aurait pas été fait au niveau de l'école, mais serait fait simplement au niveau de la LSH? Non, ce que je dis, c'est que la LSH ne fait pas partie du scolaire en tant que tel, c'est du périscolaire, donc ça ne rentre pas dans le cadre de la subvention du contrat d'association. C'est pour ça qu'il a été retiré. Je repose ma question. Ça veut dire que ces travaux-là, vous ne les auriez pas faits pour l'école ? S'ils avaient été à faire? En fait, ils sont pour les deux. Donc, c'est un prorata. C'est une occupation des locaux qui est à titre scolaire et à titre périscolaire. Et on calcule juste le prorata qu'on ne calculait pas avant parce qu'on avait estimé que l'impact sur la subvention était négatif. Là, elle reste positive. Oui. Oui. Excusez-moi, mais je comprends pas. Pas du tout. Je pourrais redonner le détail si vous voulez. On en avait déjà parlé le 14 mai. Il n'y avait pas eu beaucoup de questions. Il n'y avait pas eu de questions du tout d'ailleurs sur ce taux-là. Donc effectivement, je n'étais pas rentré dans les détails, mais à coup pas. Mais on pourra en reparler à la prochaine commission si vous voulez pour que je vous donne le détail. Mais il n'y a rien d'exceptionnel dans ce calcul de taux-là. C'est juste un prorata d'occupation du bâtiment à titre scolaire et à titre non scolaire. Voilà. Ce qui permet entre autres de réduire la subvention finale. Exactement. C'est ça, monsieur. Qui est en augmentation, au final. Mais oui, d'accord, mais à dépenses constantes, elle aurait été en diminution avec l'application de ce taux. Voilà. C'est masqué par l'augmentation, masque en fait votre appréciation de cette nouvelle règle de calcul, et c'est ce que l'on déplore. Parce que j'ai du mal à comprendre cette proratisation pour dire bon, allez, dans les faits. Voilà. Pour être très honnête, en fait, cette application aurait dû être appliquée à partir du moment où on a changé les taux, donc c'était en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus exactement, et on a estimé à l'époque que l'impact sur la subvention au titre du contrat d'association vers les écoles privées était négatif. L'impact était négatif, donc on a décidé de ne pas surappliquer ce taux, donc on avait un premier taux qui était d'environ 54%, et on aurait pu appliquer ce taux-là, mais on trouvait que l'impact était négatif, donc on a préféré attendre. Et donc, comme là, ça s'y prête bien, du coup, on a une augmentation, donc c'est gagnant pour aussi les écoles privées, qui voient leur subvention largement augmenter quand même cette année, qui dépasse d'ailleurs le budget primitif qui était alloué. On applique ce taux-là qui aurait effectivement dû être appliqué dès le début. Oui, mais ce qui est important, Monsieur Leroy, c'est quand même d'apporter la réalité du coup d'un élève du public. Exactement, donc c'est bien ça. Oui, mais c'est bien ça qui est fait à partir de maintenant. On n'essaye pas de trouver des plus et des moins pour essayer de rééquilibrer. Non, parce que on n'essaye pas de trouver des plus et des moins. Moi, je ne parle pas du contrat d'association vis-à-vis des écoles privées. Là, je parle du coût d'un élève du public. Exactement. Et là, on a une réalité qui n'est pas donnée complètement et qui est recalculée derrière. Bon, je trouve que c'est pas forcément. Non, il n'y a rien de surprenant dans ce calcul. C'est très honnête comme calcul. C'est effectivement le taux d'occupation des bâtiments par les élèves à titre scolaire, donc non scolaire. C'est pour ça que ce taux est appliqué. Tout dépend où on met l'importance d'avoir une école et d'avoir un LSH. Voilà. Le calcul serait plus simple, mais le calcul serait identique au final. Est-ce que j'ai quand même été clair? Monsieur Kermarek. Je ne comprends pas ce que dit Madame Loton. Je vous expliquerai, Monsieur Kermarek. Au moins, c'est honnête. Attendez. Au moins, c'est honnête, il le reconnaît. Vous demandez des explications, on vous les donne.
on vous dit qu'on se rapproche de façon plus exacte du coût réel, et ça vous surprend. C'est étonnant. Oui, parce que, M. Kermareg, je considère que s'il y a des travaux à faire dans une école, on les fait pour l'école. Voilà, parce que c'est la priorité pour moi. L'école, c'est la priorité, c'est l'éducation. Voilà. La LSH ne serait pas là. Mais les travaux seraient faits pareil. Mais c'est vous pas une voyez. question de travaux, c'est une question de nettoyage. On parle pas de travaux. On parle pas de travaux. Les travaux sont en dehors Travaux, de l'investissement, c'est pas du tout la même chose. Une question de frais de personnel. Là, c'est surtout l'entretien des bâtiments qui est revu donc par ce nouveau ratio. L'entretien des bâtiments, effectivement, un bâtiment est plus abîmé au jour le jour quand il y a plus de gens dedans, et si il est occupé par la LSH, effectivement, il y a plus de travaux à faire que s'il n'est pas occupé pendant ces jours-là. Donc il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Hein. C'est juste une application plus fine du taux d'occupation réel à titre scolaire et à titre non scolaire. Oui, mais vous avez bien parlé des services techniques au départ. Donc c'est bien sur des travaux. L'entretien du bâtiment. C'est pas des travaux d'investissement, c'est des d'entretien de fonctionnement. Travaux de ménage. Ça rentre pas dedans, donc Voilà. ça, c'est clair. Bien. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à la délibération numéro 9. Il s'agit de la participation communale au réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté pour 2023-2024. Monsieur Hervé. Alors le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, qui s'appelle RAZED, rassemble des psychologues et des professeurs des écoles spécialisées qui interviennent sur les élèves des écoles maternelles, de la maternelle au CM2, en classe ou en petits groupes. Donc l'inspection académique a modifié en 2021 les secteurs géographiques d'intervention des RAZED. La ville de Bru, à l'origine, était rattachée au secteur de Guichen. C'est vu rattaché par convention au secteur d'Orgères. Donc dans les faits, afin de résoudre des problématiques de ressources humaines, l'inspection académique a préféré conserver l'intervention d'une psychologue rattachée au secteur de Guichen à l'école Jacques Prévert de Bru, et a conservé le rattachement des écoles du Champ-l'Évêque et de Verbuisson au secteur d'Orgères. Ce qui veut dire que l'on dépend de deux RAZED, le RAZED d'Orgères et le RAZED de Guichen. Donc les villes participant aux frais de fonctionnement des RAZED, il y a lieu de verser une partie des frais de fonctionnement pour l'école Jacques Prévert à la ville de Guichen et une partie des frais de fonctionnement pour les écoles de Champ-l'Évêque et Verbuisson à la ville d'Orgères. Donc la participation des communes est calculée au prorata du nombre d'élèves scolarisés sur le territoire. Et donc je vous demanderai de bien vouloir approuver cette participation aux frais de fonctionnement et autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10 maintenant. L'éducation toujours. La participation de la ville aux frais de restauration scolaire en Ulysse à la Providence Centre. Donc une classe Ulysse, pour rappel, une unité localisée pour l'inclusion scolaire à destination des élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage et ne pouvant faire l'objet d'une scolarisation en milieu ordinaire, existe à l'école privée de la Providence Centre depuis septembre 2010. Et donc dans la mesure où aucune Ulysse n'existe dans les écoles publiques de Bru et que la scolarisation de ce type de classe n'est pas un choix des familles, donc la ville a décidé en septembre 2015 de prendre en charge la différence entre le coût du repas pratiqué par la Providence et le coût que la famille aurait eu à supporter si la scolarité s'était déroulée dans une école publique brusoise. Donc le paiement est effectué à terme échu auprès de l'AEPEC de la Providence sur présentation d'une facture trimestrielle. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la reconduction de cette participation aux frais de restauration des élèves scolarisés en Ulysse. Autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses nécessaires pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 11, toujours l'éducation. Et là, il s'agit des tarifs périscolaires et de restauration pour l'année scolaire 2024-2025. Monsieur Hervé.
Donc pour la prochaine année scolaire, 2024-2025, il est proposé de reprendre les principes suivants. Donc le coût économique d'une prestation ou d'un service intègre la totalité des éléments qui concourent en fonctionnement à la mise en œuvre de ce service ou prestation. Ce coût économique est calculé par le service finance de la ville et au vu des éléments fournis par le ou les services gestionnaires de la prestation ou du service rendu. Les prestations et services du domaine scolaire, périscolaire, petite enfance, enfance et jeunesse sont tarifés en référence au quotient familial ou des revenus de référence fixés par la CAF. Le quotient familial retenu est issu de la méthode de calcul CAF-MSA. Donc les familles sont ventilées entre 14 niveaux de revenus. La première tranche est inférieure à 160 €, la 14e est supérieure à 2080 €. Le tarif le plus élevé, tranche 14, peut au maximum être égal au coût économique de la prestation. La gratuité de la prestation est exclue. Le tarif le plus bas doit rester significatif d'une réelle participation de la famille. Les prestations ou services sont tarifés sur la base du quotient familial. Pour les non-brusois, le tarif de la tranche de quotient familial est majoré de 25%. Les tarifs hauts et bas ainsi que les variations entre les tranches sont arrêtés par le conseil municipal sur proposition des commissions compétentes qui veillent à l'harmonie des critères au vu de la spécificité de chaque prestation ou service. Pour des prestations spécifiques, notamment celles en régie municipale, des regroupements de tranches peuvent s'effectuer. Donc, on avait pour projet de revoir la grille tarifaire. Donc, il y a eu un certain nombre de scénarios et puis on n'a pas abouti à des scénarios complètement satisfaisants qui répondaient à tous les objectifs. Donc, on a, plutôt que d'aller sur des choses insatisfaisantes, on a décidé, la commission d'éducation propose de conserver la grille tarifaire pour l'instant telle qu'elle existe aujourd'hui, à 14 tranches du quotient familial et d'appliquer une augmentation de 3% par rapport au précédent tarif afin de suivre l'inflation. Donc comme l'année précédente, les tarifs se verront appliquer une réduction de 4% afin de prendre en compte de façon anticipée les éventuelles absences courtes, exemple maladie de moins de 4 jours, ou services non utilisés, exemple sortie scolaire non prévue. Donc cet abattement de 4% implique qu'aucune régularisation de facturation ne sera faite pour ce type d'absence en cours de l'année. Donc là, une nouvelle grille que je vais pas reprendre. Les modalités d'inscription, les parents doivent inscrire leurs enfants aux différentes activités avec 2 modes de réservation qui sont disponibles sur Internet via le kiosque famille, sur formulaire papier pour des périodes de 2 semaines à remettre au plus tard 7 jours ouvrés avant le premier jour de chaque quinzaine. Donc les modalités de facturation pour la restauration scolaire et accueil périscolaire. Les réservations entraînent de fait une facturation forfaitaire et systématique, sauf pour des situations particulières justifiées comme changement de situation professionnelle, changement de situation personnelle, divorce, séparation, absence pour maladie supérieure à 3 jours. Les justificatifs des éventuelles annulations sont à transmettre au secrétariat de la Maison des enfants dans un délai d'1 semaine à compter du premier jour d'absence. Les présences sans réservation font l'objet d'une tarification différente à l'unité majorée de 25%. Le dépassement horaire au forfait périscolaire numéro 1 du soir entraîne la facturation du forfait périscolaire numéro 2 majoré de 15%. Au-delà de l'heure de fermeture du service, en cas de retard des familles pour récupérer leurs enfants, une pénalité correspondant au tarif du forfait 2 du périscolaire du soir, majoré de 125%, est appliquée par fratrie. Cette majoration est augmentée de 25% toutes les 15 minutes. Donc le tarif applicable dépend du quotient familial, calculé selon les mêmes modalités que celui de la CAF. L'absence de justificatif entraîne l'application du tarif maximum. Donc les cas particuliers sont pour les non-brusois, les parents séparés ou divorcés, les paniers repas, les goûters, les enfants en famille d'accueil, que je ne vais pas reprendre là, parce que c'est les mêmes que cette année. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs de restauration et d'accueil périscolaire pour l'année scolaire 2024-2025. Merci, M. Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci.
Nous passons à la délibération numéro 12. Et là, il s'agit des tarifs de l'accueil de loisirs des 3-10 ans. Monsieur Hervé. Donc, pour l'ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, donc la commission éducation propose de conserver la grille tarifaire à 14 tranches et d'appliquer une augmentation de 3% par rapport au précédent tarif pour suivre l'inflation comme les autres. Je ne sais pas si je reprends les modalités d'inscription, peut-être pas. Donc c'est la même chose. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs d'accueil de loisirs pour l'année scolaire 2024-2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours le tarif accueil jeunesse, cette fois-ci des 11-25 ans pour l'année scolaire 2024-2025. Monsieur Hervé. Donc pour les deux types d'accueil, 11-18 ans, LSH 11-14 ans et LSH 15 ans et plus, qui fonctionnent pendant les vacances scolaires, les mercredis, vendredis, samedis, ainsi qu'en fin d'après-midi en période scolaire. Donc pareil, donc une augmentation on propose d'appliquer une augmentation de 3% par rapport au tarif 2023-2024 pour suivre l'inflation. Et donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs des accueils jeunesse pour l'année scolaire 2024-2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Encore l'éducation. Donc là, il s'agit des tarifs d'utilisation du local de répétition. Monsieur Hervé. Donc la ville de Bru met à disposition des jeunes musiciens qui en font la demande un local de répétition et du matériel de sonorisation. Donc la commission éducation propose de reconduire les principes tarifaires mis en place l'année dernière. Donc une cotisation annuelle symbolique appliquée par jeune, valable sur l'année scolaire, et une tarification de l'activité payée chaque trimestre et selon le quotient familial. Donc il est proposé une augmentation de 3% ici aussi par rapport aux tarifs de l'année précédente. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs d'utilisation du local de répétition pour l'année scolaire 2024-2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 15. Donc il s'agit des séjours et mini-séjours enfance-jeunesse. Monsieur Hervé. Donc là, il s'agit des séjours de vacances et des mini-séjours pour les enfants et jeunes de 4 à 20 ans, axés sur la participation des jeunes et l'apprentissage de la vie en collectivité, conformément aux valeurs éducatives développées dans le cadre du projet Enfance-Jeunesse. Donc pour l'année scolaire 2024-2025, il est proposé de conserver la grille tarifaire de 14 tranches et d'appliquer une augmentation de 3% également au tarif 2023-2024 afin de suivre l'inflation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Là, je vais passer cette fois-ci la parole à M. Raveau concernant la convention de partenariat Ville de Bru et IME Le Triskel. Oui, ça va permettre à M. Hervé de reprendre son souffle. Donc, tout à fait. Donc c'est merci pour lui. Une convention de partenariat entre la Ville de Bru et le Triskel pour l'année 2024-2025. Ça concerne les élèves, les enfants en situation de handicap, donc conformément à la loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, qui réaffirme le principe d'accessibilité des personnes en situation de handicap, la Ville de Bru mène des actions visant à favoriser l'accès aux loisirs aux jeunes, aux enfants et aux jeunes en situation de handicap. Donc au service enfant, cette volonté s'est traduite par la mise en place de l'accompagnement individualisé pour les enfants à besoins éducatifs particuliers, afin de leur faciliter l'accès aux services périscolaires et extrascolaires de la ville. Au service jeunesse, la mise en place d'un partenariat avec l'IME Le Triskel
permettrait de développer des projets communs pouvant se traduire en moments partagés lors de l'accueil informel, des sorties communes, des activités à la maison des jeunes en commun. L'objectif étant pour les jeunes de l'IME de se retrouver dans un environnement différent de leur établissement spécialisé et aux autres jeunes de modifier leur regard sur le handicap grâce aux expériences vécues en commun. La prise de conscience et l'acceptation des différences chez les jeunes permet de transmettre des valeurs de tolérance qui sont la base d'une société inclusive. La convention entre la ville et l'IME vise donc à encadrer et définir les modalités de ce partenariat. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention de partenariat entre la ville et l'IME pour l'année 2024-2025. Merci, Monsieur Raveau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Oui, Madame Le Russard. Juste une question. Si effectivement cette convention est mise en place, c'est parce qu'il y a eu des demandes auprès du service jeunesse ou c'est... Qu'est-ce qui a justifié en fait la mise en place de cette convention? Non, c'est une demande de l'IME Le Triskel et puis c'est aussi une réflexion qu'on a autour de cette démarche inclusive. Non, mais ça part d'un bon sentiment, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'elle est à l'origine, il y a eu une demande, il y a des familles qui souhaitent que leurs enfants soient accueillis au niveau de la maison des jeunes. C'est l'IME qui fait cette demande et je crois qu'on a un regard favorable qui permet Bien sûr, non, mais c'est... Oui. Ouais, c'est une reconduction, elle existait déjà l'an dernier. Ça existait déjà, oui. Et vraisemblablement, les parents sont à l'origine de cette demande, oui, bien sûr. L'IME surtout. Auprès de l'IME. Bien. D'autres questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Monsieur Hervé n'en avait pas tout à fait fini. Il reste une délibération concernant la mise à jour du règlement de fonctionnement du service enfance. Donc le présent règlement de fonctionnement du service enfance a pour objet de préciser le fonctionnement des différents accueils gérés par le service enfance de la ville. Donc il pose le cadre réglementaire du fonctionnement des établissements qui s'impose à toute personne entrant dans les structures. L'inscription à la fréquentation de ces accueils implique donc de la part des usagers l'engagement à respecter les principes, règles de fonctionnement et conditions d'accueil fixés dans ce règlement. Donc la mise à jour concerne les modalités d'inscription à l'accueil du loisir. Donc le calendrier des réservations est modifié afin de permettre les inscriptions en illimité pendant 15 jours. Donc chaque famille qui inscrira dans les délais aura une place. Les inscriptions hors délai seront traitées en fonction des places disponibles. Et toute annulation faite après les délais sera facturée. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de ce règlement de fonctionnement, autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Maintenant, il va s'agir de la culture et du règlement intérieur du théâtre du Grand Logis. Madame Durand. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit du règlement intérieur du théâtre du Grand Logis, qui est un équipement professionnel municipal principalement dédié au spectacle vivant. À ce titre, il met en œuvre les grandes priorités de politique culturelle en matière de spectacle vivant, donc la diffusion de spectacles vivants, le soutien à la création, la mise en place d'actions culturelles et l'accompagnement de la vie culturelle brugeoise. Un bon fonctionnement du service suppose que des règles claires de son organisation soient établies et portées à la connaissance du public. Un règlement intérieur a donc été rédigé en ce sens. Il encadre principalement les conditions de mise à disposition, les procédures de réservation et établissement de contrat, les modalités d'utilisation et précise les consignes de sécurité. Il sera porté à la connaissance du public par voie d'affichage ainsi que par la mise en ligne sur les sites de la ville et du théâtre. Il sera présenté à tout usager en faisant la demande. Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l'article L 2121-29, considérant l'intérêt d'établir un règlement intérieur du théâtre pour un bon fonctionnement du service et l'information des usagers, je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes du règlement intérieur du théâtre ci-après annexé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Houssin? Non, c'est juste une question, puisque lors du dernier conseil municipal, on a vu la présence d'adhérentes dans cette expression. Juste savoir si vous aviez réussi à trouver quelque chose qui
convenait à leur demande. Madame Durand ? Oui, effectivement, l'association n'avait pas accepté la mise à disposition d'une autre salle pour leur spectacle de fin d'année, l'association Danse Expression. Donc on avait reçu plusieurs courriers et nous les avions reçus plusieurs fois. On a bien senti une incompréhension, donc on a recherché un nouveau compromis et la salle leur a été proposée les 19 et 20 juin pour un spectacle le 20 juin, pour un spectacle le 20 juin. Voilà. Ceci pose quand même la question de la mise à disposition du Grand Logis, parce que de plus en plus d'associations font la demande de sa mise à disposition. Or, le Grand Logis, la priorité du Grand Logis est donc quand même sa priorité pour la programmation culturelle, mais néanmoins, il nous semble important que les associations, alors là, il s'agit d'associations, j'ai parlé d'associations, mais les structures, les écoles, le syndicat intercommunal, il va nous falloir réfléchir à des critères un petit peu plus peut-être précis, parce que voilà, on a quand même bien avancé à ce niveau-là parce qu'on a créé une commission, le contrat a été retravaillé de mise à disposition, cela fait avancer l'organisation, mais il faut encore qu'on avance par rapport à ça, pour éviter ce genre de situation. Et en fait, on connaît la difficulté de la présence de certain nombre de disciplines artistiques et de pratiques, on va dire, culturelles dans le domaine amateur. Moi, je pense qu'on a peut-être un travail à faire, bon, c'est en réflexion, peut-être aussi de travailler sur 2, 3 ans, 4 ans, de manière à ce que les associations, en fait, on peut leur dire qu'ils ne peuvent pas avoir une présence forcément tous les ans, ça peut être tous les 2 ans, enfin, on peut peut-être faire une programmation un peu plus éloignée, de manière à ce que ça soit préparé, et de les préparer déjà à avoir un planning peut-être sur plusieurs années pour éviter cette difficulté, parce que on a été confronté à ça et on sait que c'est jamais facile de refuser les créneaux, quoi. C'est le travail de la commission, en fait. La commission qui réfléchit à ça, on va forcément se repencher, voilà. Mais je crois que tu en fais partie, Jean-René, aussi, donc on pourra en rediscuter à ce moment-là. Merci. Merci. D'autres questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Il s'agit de vie associative maintenant. Je ne vais pas citer le titre parce qu'il est assez long. Je vais laisser M. Kermarek l'expliquer. Il se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il s'agit du renouvellement des conventions de mise à disposition des emplacements publicitaires dans les équipements sportifs communaux à destination des associations, l'Amicale laïque, la Jeanne d'Arc, le Football Club de Bru, le ROC et le tennis pour 2 ans. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Elle était rapide. Vie associative toujours. Là, il s'agit des tarifs horaires pour le calcul de la redevance de la location des équipements sportifs. Monsieur Kermarek. Je vais encore être rapide. C'est une délibération annuelle sur la fixation des tarifs de location des équipements sportifs de la commune à destination des collèges et des lycées. Et pour ce faire, on s'appuie sur les subventions qui sont versées aux établissements par le Conseil général et par le Conseil départemental pour les collèges et par le Conseil régional pour les lycées. Et donc, ils sont fixés pour les collèges à 11,50 de l'heure pour les équipements couverts et 8,20 de l'heure pour les équipements de plein air sans changement par rapport à l'année dernière. Et pour ce qui concerne les lycées, 15,58 de l'heure et 11,58 de l'heure, avec une augmentation de 5%, équivalente à l'augmentation de la subvention de la région. Donc il s'agit d'approuver les tarifs de location des équipements sportifs communaux pour l'année 2024. Monsieur Houssin. Non, puisqu'on parle des salles, est-ce qu'il y a un petit point de situation sur les salles de Kerlan ou c'est quelque chose qui avance ? Madame Pinard.
Oui, pour les salles de Kerlan, donc on a signé le 26 juin. Et c'est vrai qu'on a eu des petits soucis de remise en état, parce que c'était quand même... oui, il y a eu des dégradations qui ont été faites, donc on a tout récupéré, et les travaux ont été faits aux frais du département. Merci. D'autres questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc là, il s'agit des tarifs du marché de Noël. Et là, c'est Monsieur Leroy qui va vous... Oui, merci. C'est bien parce que j'ai le résultat du match. Du coup, on a gagné 1-0. Voilà, merci. Donc on a dans cette délibération, donc c'est les tarifs du marché de Noël, donc rien d'exceptionnel, donc juste la date à retenir, hein, les 7 et 8 décembre de cette année, donc le premier week-end de décembre comme d'habitude. On propose une augmentation de 3%, donc à l'instar des tarifs qu'on a proposés tout à l'heure. Les modalités de règlement n'ont pas changé, donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la politique tarifaire du marché de Noël 2024. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. De nouveau, la parole à M. Kermarek pour la convention des ateliers d'outils en main. Oui, alors, comme vous le savez, l'outil en main est une association qui exerce ses activités à Brut depuis de nombreuses années. D'abord au sein de la faculté des métiers, ensuite au manoir de la Noé, dont la commune a besoin dorénavant, à la fois pour l'expérience de l'été au manoir cette année, puis la mise en place d'un projet en lien avec la transition écologique. Et donc, il fallait qu'on trouvait un point de chute nouveau à l'outil en main qui, même s'il n'utilise pas beaucoup et très longtemps ses locaux, ne peut pas déployer ses matériels à chaque séance. Et donc, on a trouvé un accord pour qu'il s'installe dans 2 salles des préfabriqués, un box de rangement, un espace extérieur pour le jardinage et l'utilisation d'un autre préfabriqué qui sera mutualisé avec d'autres utilisateurs. Ça, c'est pour la coiffure. Voilà. Et donc, on signe donc, en plus de la convention d'occupation des locaux, l'outil en main a une convention type au niveau national. Et donc, nous vous proposons d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Là, nous parlons d'animation, l'association des Amis du Bouel et du patrimoine besois. Donc, ce sera la convention partenariale. Madame Marchais. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, il s'agit de renouveler la convention partenariale qui avait été mise en place l'année dernière, en 2023, avec l'association des Amis du Bouel et du patrimoine. Donc un petit retour en arrière. Donc cette association a été créée en 1965 dans le but d'aménager et d'équiper le site du Bouel. L'association Les Amis du Bouel avait à cette époque engagé différents travaux de restauration du moulin jusqu'en 1972, puis ouvert le bâtiment au public jusqu'en 1990. Ne pouvant s'adapter aux normes de sécurité en vigueur, elle a fini par renoncer à toute animation et est restée en sommeil pendant des années jusqu'en 2018, où son président, M. Jean-Yves Connen, a profité du lancement du loto du patrimoine pour déposer un dossier soutenu par la ville. Le moulin a pu être rénové à partir de 2021 grâce à la participation financière de la Fondation du patrimoine, de dons de particuliers et d'entreprises et à une forte contribution de la municipalité et de la métropole. Le moulin rénové a été inauguré le 30 avril 2022. L'association a été relancée en juin 2021 par M. Luc Pierrard avec un élargissement des objectifs.
Donc l'objet de l'association actuelle, c'est faire connaître et vivre le patrimoine architectural et historique et son espace naturel environnant, contribuer au maintien en état du moulin et de son environnement, partager l'histoire du moulin, de la Vilaine et du site, développer une vie sociale, de loisirs et de culture dans le moulin et dans son environnement. Différentes animations ont été réalisées en 2023-2024 aux abords et à l'intérieur du moulin, après validation chaque fois de la ville. On peut citer un concours de peinture en lien avec l'atelier d'art plastique, des visites gratuites du moulin les samedis 20 et dimanche 21 mai 2023, une exposition de peinture réalisée lors du concours les 24 et 25 juin, des visites organisées dans le cadre des Journées du patrimoine les 15, 16 et 17 septembre 2023, ainsi que des visites qui ne sont pas mentionnées dans la délibération en 2024, le 25 et 26 mai dernier, et ainsi que le 22 et 23 juin, sachant qu'une autre est prévue aussi au moment de la fête du patrimoine, donc le 21 et 22 septembre prochain. Le renouvellement de cette convention permet de formaliser les modalités de partenariat entre la ville et l'association en termes de responsabilité et de soutien dans sa mission de valorisation du patrimoine local. Une réunion de bilan d'échange sur les perspectives à venir sera organisée à la fin de la période de validité de cette convention, soit le 31 août 2025. Pour ceux qui ont bien sûr lu la convention et qui ont bien sûr en tête la convention de l'année précédente, un article a été ajouté concernant l'entretien de l'espace naturel qui n'avait pas été formalisé jusqu'à présent. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de cette convention partenariale et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Merci Madame Marché. Il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Houssin? Ouais, c'est juste un petit point de formalisme, mais simplement pour évoquer que c'est la ville qui a été à l'initiative, à travers l'auto du patrimoine, qui a contacté Jean-Yves Connen, avec qui on a travaillé de concert, mais c'était juste, voilà, c'est juste un petit point de formalisme auquel j'ai participé. Voilà, non, je ne crois pas. Non, je crois pas. C'était Jean-Yves Connen qui a contacté la Fondation du patrimoine et la ville est partie dessus sur le projet. C'est pas grave. Là, j'étais quand même aux affaires et je suis très informé de la manière dont on a ça. Bon. Mais c'est pas un sujet. C'est juste pour. Disons que ça a été un partenariat entre la ville et Monsieur Connen. Exactement. Et c'était un bon partenariat parce qu'aujourd'hui notre moulin est très beau et on est fiers de l'avoir. L'essentiel est là, mais bon, c'est juste. Absolument. Merci Monsieur Houssin. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Monsieur Kermarek de nouveau pour la convention de mise à disposition d'un ordinateur portable. Oui, donc comme vous le savez, comme on vient de vous le dire, donc, la commune a racheté les équipements sportifs de Kerlan et donc afin de sécuriser l'accès, le conseil départemental dispose d'un outil de fabrication de badges pour permettre cet accès. Donc il se propose de nous mettre à disposition cet outillage jusqu'à la fin de l'année, de sorte que nous puissions de notre côté mettre en place un système donc maîtrisé par la ville, non pas seulement maîtrisé, mais un système communal. Et donc ça permettra, comme il est dit dans la délibération, une transition harmonieuse et une prise en charge optimale des installations. Voilà, je vous demanderai donc d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. La parole à Madame Chevalier maintenant pour le personnel. Oui, merci. Donc la première des délibérations nous permet en fait en tout cas l'idée serait de pouvoir recruter des emplois non permanents
Comme chaque année maintenant, il nous faut prendre une délibération permettant donc à la ville de recourir à l'emploi de personnel contractuel non permanent afin d'assurer des tâches occasionnelles et saisonnières ou liées à un surcroît d'activité. En tout cas, surcroît temporaire d'activité. Vous trouverez donc dans la présente délibération l'ensemble des postes nécessaires pour couvrir les besoins potentiels des services pendant toute une année, touchant pour beaucoup les services de l'enfance, donc sur des métiers tels que animateurs ou agents de restauration, mais également l'ensemble des directions de la ville, ainsi que les conditions d'emploi. Et en raison des tâches à effectuer, il vous est donc proposé ce soir de créer les emplois non permanents et d'autoriser à recruter les agents en capacité d'exercer ces missions, d'acter que le taux d'utilisation de ces emplois et leur répartition dans les services seront ajustés au plus près des besoins. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d'emplois qui peuvent être mobilisés, de fixer la rémunération par référence aux grilles indiciaires de chaque grade des cadres d'emploi en vigueur, d'attribuer le régime indemnitaire en vigueur à la ville de Bru et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Personnel toujours. Madame Chevalier. Merci. Donc, par cette délibération, il nous est proposé ce soir de favoriser le déroulé de carrière de 2 agents par le biais de la promotion interne et par là même de reconnaître leur engagement, leur professionnalisme et leur expertise. En l'occurrence, il s'agit là de la nomination d'un adjoint d'animation principal de première classe à temps complet en qualité d'animateur territorial du service enfants-jeunesse, exerçant, donc j'ai bien dit, à temps complet, et de celle d'un adjoint technique territorial principal première classe du service espace vert en qualité d'agent de maîtrise territoriale à temps complet. Je me redis, je suis désolée. Ces 2 nominations prennent effet ce soir, 1er juillet 2024. Il vous est donc proposé d'adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Personnel encore. Donc là, il s'agit du tableau de suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Oui, donc 2 postes ce soir, 2 recrutements à la direction de l'éducation, un poste d'animateur à 33-35e en remplacement d'un agent sur le départ, et la création d'un poste d'animateur ATSEM à 29,35e. Conformément aux dispositions prévues par la loi, le recours à un contractuel est envisageable. Il vous est donc proposé d'adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Le Conseil arrive à sa fin, donc je vous remercie. Et je vous souhaite des bons congés d'été. Et on se retrouve à la rentrée. Bonne soirée.